Bonjour tout le monde, je suis Stéphanie Dauphin, formatrice, consultante en performance et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter une auteure fantastique qui s'appelle Catherine Delmen. Dans un monde où le hustle, travailler, courir, être dans le jus, eh bien c'est un badge d'honneur. Catherine vient briser ce concept un peu et donc, si vous êtes gestionnaire, leader, ressources humaines, ou bien maman, ou bien quelqu'un qui porte tous ces chapeaux, cette conversation, elle est pour vous. Alors, Catherine, bienvenue. Merci, Et est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, ton parcours? bien sûr, merci Stéphanie. Alors mon parcours, c'est un parcours divers. J'ai étudié le droit international, droit humanitaire plus spécialement, et j'ai évolué dans le système des Nations Unies, donc l'ONU qui a différentes agences, pendant des années, mais j'ai aussi en parallèle fait des études théologiques de ma foi, et j'ai aussi navigué dans des environnements d'enseignement des textes de ma confession et donc, j'ai dirigé des écoles, j'ai beaucoup été impliquée dans dans ces domaines-là. Et aujourd'hui, je suis responsable éditoriale d'une application biblique. C'est ça. J'ai un parcours qui est vraiment entre deux rives et qui a été marqué, quelle que soit la rive, qu'elle soit plus dans le monde des gouvernements ou dans le monde de l'enseignement, par des standards élevés, il y a beaucoup de pression, d'attentes de l'extérieur et de l'intérieur en moi-même. Et donc, ça a été tout un cheminement de vie. J'ai grandi en France, mais je suis arrivée au Canada il y a à peu près 10 ans. Et puis, je pense qu'on en parlera, mais ça a été ce déménagement, un moment vraiment de ralentissement assez drastique, et dans le rythme de vie, mais aussi dans mon cœur et dans mes ambitions. Et ça a fait émerger toute une pensée que j'ai écrite dans le livre Oser ralentir. Oui, c'est ça. Donc, moi, qu'est-ce qui m'a amené à contacter Catherine? C'est vraiment que j'ai découvert son magnifique livre Oser ralentir, qui vraiment est à l'antipode de ma vie, de mes principes. Je suis toujours en train de courir, toujours, je suis très créative, donc toujours en train de chercher un moyen d'apprendre ou bien de créer. Et c'est vraiment essoufflant. Donc, ce livre que j'ai trouvé, je suis également chrétienne, donc ce livre que j'ai trouvé à la fin d'une réunion à mon église le dimanche. Je suis toujours à l'église les dimanches, mais après, il y avait un kiosque avec ton éditeur qui nous parlait, qui nous présentait en fait ton livre. Et moi, je voudrais savoir, si tu as parlé de ta carrière à l'international et surtout à l'international, est-ce que tu peux nous parler du moment où tu as eu comme un signal d'alarme que ça allait trop vite? Mhm. Ce que je trouve intéressant dans mon propre parcours, c'est que, à la différence de nombreuses personnes que j'entends parler, notamment du burn-out, c'est que un jour ça explose. Et ça n'a pas été mon cas. Il n'y a pas eu un jour clair où tout d'un coup je me suis dit, où mon corps a lâché ou ce genre de choses. Et ça aurait pu arriver, je pense que j'allais droit dans le mur. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'étais donc dans un rythme de vie, j'habitais à Paris et j'ai été occupée du matin au soir avec mon poste, qui était un poste avec beaucoup de... Bah, il était prenant. Mais après le travail, j'étais très engagée dans ma vie de communauté, etc. Donc c'était vraiment mais du non-stop, 5 heures du matin, 23 heures tous les jours. Et j'étais jeune, j'étais célibataire, j'avais pas d'enfant, donc je pouvais me permettre un certain dynamisme, beaucoup d'ambition, de belles ambitions, vouloir faire la différence, mais c'était un rythme à tout va. Et un jour, presque du jour au lendemain, j'ai une invitation à venir au Canada, à quitter le monde des gouvernements et aller dans le monde de l'enseignement biblique. Mais pas juste ça, quitter Paris, quitter ce mode de vie, parce que le village dans lequel je me retrouve au Canada, puisque j'ai dit oui à l'invitation, c'est au milieu de nulle part. Il y a une boulangerie, il y a un pub, mais les deux sont fermés l'hiver, c'est tout petit. Et j'ai une petite classe à laquelle je vais enseigner la Bible. Et donc, du jour au lendemain, je me retrouve avec plein de temps libre, chose que je ne connaissais pas. Donc, j'ai ralenti drastiquement de manière organique du fait de mon déménagement.
Mais c'est là que j'ai réalisé. En fait, c'est en regardant en arrière, je me suis dit, mais mon rythme était complètement fou. Et donc, ce ralentissement, il m'a fait du bien, mais il m'a aussi énormément déstabilisé parce qu'il a enlevé plein de mécanismes, de choses que je faisais qui étaient devenues identitaires sans que je me rende compte. Mais ce rythme de vie où on fait plein de choses, où on accomplit plein de choses, ben, petit à petit, on finit par se dire que c'est nous, ce qu'on fait, c'est qui on est. Et donc, quand tout d'un coup ça s'arrête, je me dis, mais qui est-ce que je suis? Quelle est ma valeur? Etc. Donc, je dirais que c'est ça. Ce déménagement au Canada, ça a vraiment été le moment de réaliser que mon rythme était insensé, malsain, et j'ai eu le privilège de pouvoir m'arrêter avant. Beaucoup n'ont pas ce moment de prise de conscience, puis foncent dans le mur et font des burn-out, mais je pense que ça me guettait quelques mois plus tard si je n'avais pas ralenti. Ben, c'est intéressant que tu dis ça parce que tu m'avais raconté tu sais, le moment où ce que des fois tu t'évanouissais Mhm. Mhm. au travail. Si tu peux raconter un peu, puis aussi tes ambitions, hein, c'était pas du tout de venir nous voir au Canada, c'était d'aller peut-être aux États-Unis travailler à l'ONU. Est-ce que tu peux... Exactement ça. Oui, Et c'est ça où c'est fou et où on voit la résilience du corps et du mental. Parce que je t'ai partagé ça dans une autre conversation, j'organisais des conférences ministérielles, puis c'était, il y en avait une par exemple, c'était en Chine, mais on l'organisait depuis Paris, puis on voyageait en Chine pour ensuite la conférence. Je m'évanouissais, comme tu disais, le soir. Je faisais des nuits blanches au travail. Mon nez saignait de la pression et je restais au travail et je continuais. Donc, je réalisais pas que j'allais trop vite, mais c'est fou que je réalisais pas. Quand on regarde à juste ce que mon corps manifestait, tout en moi disait c'est trop, mais je l'écoutais pas. Euh, Mes ambitions, comme tu dis, c'était de continuer ma carrière, tant au niveau professionnel, le siège des Nations Unies et à l'ONU. Donc, j'ai commencé à faire des entretiens là-bas. Donc, c'était vraiment en route pour l'ONU. Et dans ma vie spirituelle, mes mentors étaient aussi à New York. Et donc, là aussi, j'y allais souvent. Là aussi, je regardais quel futur pouvait se dessiner à New York. Puis, c'était des ambitions d'accomplissement de soi, mais pour le bien. Tu vois, que ce soit à l'ONU ou que ce soit dans ma foi, c'était toujours vouloir faire la différence. Donc, je pense que c'est ça aussi qui venait un peu comme m'aveugler sur ma situation. Ben, tout ce que je fais, c'est pour le bien. Donc, je ne le remettais pas vraiment en cause. Je me disais juste, ben, c'est ça le lot de quelqu'un qui est très dynamique et qui veut faire la différence dans le monde. C'est juste normal d'être fatigué quand on veut changer les choses, quand on veut faire du bien. Et quand je te le dis, je me dis, mais c'était dingue, quoi. Je m'évanouissais, je faisais des nuits blanches au travail. Ça paraît évident que c'est trop, mais non, dans le moment même, je me disais juste, je suis fatiguée, mais c'est normal. ouais. Puis, tu sais, je trouve que c'est intéressant, tu sais, parce que l'auditoire, il y a des gens qui sont chrétiens, puis il y en a qui sont pas chrétiens. Puis on retrouve ça aussi, cette mentalité de vouloir changer le monde, contribuer à rendre le monde meilleur. Et ça peut se retrouver, oui, à l'église, faire servir à l'église, mais aussi, il y en a qui font beaucoup de bénévolat. Ça m'est arrivé aussi d'être brûlé par du bénévolat. Donc, tu sais, ce fléau qui touche beaucoup de gens, des gestionnaires, des leaders, des femmes professionnelles, pourquoi tu penses? Pourquoi on va jusque-là? Ouais. Pour moi, il y a deux grandes raisons. L'une, c'est que l'une, elle est extrinsèque, elle vient de l'extérieur, puis l'autre, elle est intrinsèque, elle vient de nous-mêmes. Extrinsèque, c'est qu'on est dans une société qui en veut toujours plus. On est dans des entreprises, même quand elles sont bienveillantes, qui fonctionnent selon une logique de productivité, de performance. Donc, on va aller chercher le toujours mieux, toujours plus vite, on va remplir chaque espace. C'est configuré comme ça, donc ça produit le fruit pour lequel il est configuré. Et la gestion du temps n'est jamais qu'individuelle. La manière de gérer le temps d'un gestionnaire va impacter ses équipes. Puis, je pourrais dire quelques mots de mes différents gestionnaires, parce que ça m'a beaucoup marqué. J'y reviendrai tout à l'heure, mais leur manière de gérer les équipes, et ça m'a beaucoup mentoré à comment gérer mes propres équipes, de voir comment celui qui me dirige ou celle qui me dirige gère le temps. Donc, parfois, on est juste en réponse au rythme de notre entreprise, de notre environnement, puis ça a un impact sur nous. Mais il ne faut pas minimiser l'énorme part que jouent les motivations intrinsèques. Et celle-là, pour moi, c'est souvent le besoin d'identité. On a besoin d'être quelqu'un, on a besoin de se prouver, on a besoin d'être aimé. C'est un besoin tellement profond dans l'être humain. Et souvent, on associe être aimé à produire, faire des choses, correspondre aux attentes des autres, Ne pas contribuer. dire non.
Comment? Ne pas dire non. Oui, exactement. Ne pas décevoir, plaire. Et c'est un moteur très puissant. Euh, En fonction des situations, certaines personnes ont une grande emprise sur ce qui les entoure, dans le sens où elles peuvent dire non, elles peuvent négocier leurs horaires, elles peuvent décider de choix de carrière. D'autres ont moins de largesse au niveau-là. Parfois, il y a la réalité qu'on a besoin d'un boulot, on a un enfant, etc. Mais on a quand même le contrôle sur nos motivations intrinsèques. Pourquoi est-ce qu'on n'ose pas dire non? Pourquoi est-ce qu'on travaille autant? Pourquoi est-ce qu'on dépasse les limites de notre propre corps? Et là, ça demande beaucoup d'introspection sur où est-ce que je trouve ma valeur, où est-ce que je trouve mon identité, qu'est-ce qui fait que je... en anglais, il y a un terme, restlessness, que j'aime énormément, parce que restlessness, c'est cette notion d'agitation, de fébrilité. Et l'inverse, c'est une personne paisible, une personne sereine, une personne ancrée. Et c'est quelque chose que je ressens beaucoup autour des gens. Est-ce qu'il y a cette agitation, cette fébrilité à l'intérieur où tu sens qu'il y a encore vraiment besoin de prouver quelque chose? Et ça, on peut le travailler. Ça, on peut vraiment le travailler euh, à rechercher une paix intérieure, à rechercher un repos intérieur dans son identité, dans sa valeur. Et dans le monde du travail en particulier, comment j'aime l'illustrer, c'est que on produit ce qu'on a déjà. Et donc, il faut vraiment faire la paix avec ce qu'on a déjà. Très souvent, on est dans une logique de je veux euh, surperformer et en fait me faire paraître pour quelqu'un que je ne suis pas. Donc, au travail, on va vouloir aller briller avec des compétences qu'on n'a pas, avec une expertise qu'on n'a pas. Si on fait la paix avec voilà qui je suis, voilà honnêtement ce que je peux apporter dans un milieu de travail, de par mes compétences, de par mon don, de par ma volonté à bien faire, et voilà ce qui est au-dessus de moi. Et si j'essaye de produire ça, ben c'est l'épuisement, parce que ça va générer toutes sortes de choses à l'intérieur, syndrome de l'imposteur, on va compenser dans notre manière de travailler, on va en faire plus. Et donc vraiment se dire, je suis qui je suis, je fais la paix avec ça, et je contribue de par ce que j'ai déjà, versus essayer d'aller au-delà de qui on est. Donc c'est ça. Pour résumer ma réponse à ta question, pour moi, il y a deux facteurs, externe et interne. Puis, tu sais, quand tu parlais de cette, cette nécessité de regarder en dedans de soi, Mhm. toi, tu as pu avoir cette opportunité en déménageant, mais Mhm. pour une personne qui n'a pas nécessairement cette opportunité, Mhm. comment le faire concrètement? Tu sais, une suggestion, par exemple. Et ben, je dirais que c'est même mieux de le faire au quotidien que dans des gros moments de vie, Vraiment. parce que ça développe une, excuse-moi, une hygiène de vie, de santé mentale. Et par exemple, un exemple tout simple, c'est fin de journée, ça prend 2 minutes, on peut être dans la voiture, dans le silence, avant d'aller chercher les enfants à la garderie. Scanner la journée, se dire à quel moment est-ce que j'ai dit quelque chose, j'ai pris un engagement, j'ai fait quelque chose qui ne respectait pas mes limites internes. J'ai un sentiment que si ça tenait vraiment qu'à moi, j'aurais pas fait ça. Et là, se dire pourquoi. Qu'est-ce qui a motivé ça au fond? Est-ce que tu voulais pas décevoir la personne en face? Est-ce que tu voulais te prouver que en fait tu es capable, mais ça va te demander tellement plus que ce que tu donnes naturellement de toi-même. Juste aller faire cet exercice chaque jour. Qu'est-ce que j'ai fait qui ne respecte pas mon temps, mes limites, mes compétences et surtout pourquoi je l'ai fait? Super. C'est concret. Très concret, j'aime beaucoup. Et en même temps, avant, tu as parlé tu as eu différents types de gestionnaires qui t'ont montré, qui t'ont donné des exemples. Et tu m'as même parlé après toi, dans ta posture de gestionnaire, que tu as eu un employé qui t'a dit quelque chose qui t'a marqué. Mhm. Donc, si tu peux partager les deux, s'il vous plaît. Complètement. Donc, c'est cette notion pour moi, notre gestion du temps affecte les autres. Donc, si d'abord je prends l'exemple des gestionnaires que j'ai eus, c'était des directeurs d'agences ou d'organisations, leur manière de gérer le temps m'ont affecté. Le premier, quelqu'un euh, qui m'a vraiment pris à cœur et qui m'a développé dans ma carrière énormément, mais qui était un vrai workaholic. Oui. Eh bien, lui, l'impact qu'il a eu sur moi, c'est, oui, il m'a poussé, mais il m'a jamais appris à m'arrêter. Jamais, jamais, jamais. Donc, est-ce que j'ai une carrière fulgurante avec lui? Oui, absolument. Mais comme je l'ai dit, si je ne l'avais pas quitté, c'est l'employeur que j'ai quitté quand je suis venue au Canada, ben, j'aurais été brûlée 6 mois après. Donc, carrière fulgurante, mais qui s'arrête net. Euh,
c'était quelqu'un qui écrivait des emails à minuit, à 5 heures du mat, qui t'appelait le dimanche, qui ne prenait jamais de jour de repos, qui prenait tellement plus de projets qu'il est humainement possible. Et donc, qu'est-ce que ça générait? Ben, ça générait quelques personnes comme moi, célibataires sans enfants, dans la jeunesse, qui arrivent à suivre le rythme, mais qui en fait crée une culture d'organisation hyper malsaine parce que à côté, tu as la maman avec des enfants qui bien sûr ne peuvent pas suivre ce rythme, c'est pas humain et c'est pas bon. Et du coup, ben, ça crée des jalousies, ça crée de la compétition, ça crée de l'injustice parce que c'est pas juste d'attendre des autres ce niveau de performance, ce niveau de rythme. Et en fait, ça contribue pas à un climat sain, pas à un climat où chacun donne le meilleur de soi, mais du coup, on est dans une logique de performance, de compétition, de compétitivité. Je suis venue au Canada, j'ai fait quelques années dans l'école biblique dont je parlais, puis ensuite j'ai rejoint une autre organisation internationale. Et là, j'ai eu une directrice absolument exceptionnelle. Euh, de la même manière, m'a pris à cœur à développer ma carrière, mais elle vivait ce qu'elle disait. C'est-à-dire que quand elle disait prends soin de toi, ce que l'autre disait aussi, il y avait des actions concrètes liées à ça. Par exemple, si je suis malade, et qu'elle me dit prends soin de toi, elle me dit je ne veux pas te voir en ligne. Les deliverables, les livrables que je devais lui donner, elle repousse les dates. Mon premier chef, non, c'est prends soin de toi. Je me rappelle un jour, je repasse au premier, mais j'avais une rage de dents. J'avais dit j'ai une rage de dents, je dois aller à l'hôpital. Puis il m'a dit ok, ok, pas de souci, on s'appelle à 18h pour continuer le travail. Donc, prends soin de toi, mais non, en fait, prends pas soin de toi. Alors que elle, c'était et elle était intentionnelle. C'est pas juste prends soin de toi, puis elle attend pas de livrable, mais elle le dit pas. Non, elle le verbalisait. Elle disait, je ne veux pas te voir en ligne. Le livrable que tu devais pour vendredi, tu vas le donner mercredi d'après, par exemple. Elle-même donnait l'exemple. Chaque janvier, quand elle revenait de vacances, la première chose dans la première semaine de retour au bureau, tu voyais ses emails passer, c'est elle qui bouquait ses vacances. Donc, dès janvier, elle bouquait les vacances pour toute l'année. Et donc, ça envoie un signal, c'est que c'est bon de prendre des vacances. Mais c'est fou la différence que ça fait quand tu as une gestionnaire qui prend des vacances et que tu vois que dans sa vie, c'est une de ses priorités de caler ses temps, en fait, parce que du coup, tu te sens libre de le faire aussi. Et j'ai dans ma vie des personnes très proches où elles ont les vacances dans le contrat, mais elles n'arrivent pas à les poser parce qu'elles ne se sentent pas libres. Oui, il y a le droit dans le contrat, mais il n'y a pas la culture que c'est valorisé de prendre tes vacances. Et cette gestionnaire prenait ses vacances. Et donc, dans tout ce qu'elle faisait, disait, elle incarnait vraiment, c'est bien de prendre des temps de repos, c'est bien de prendre soin de soi. Et elle était hyper efficace, hyper stratégique, gros poste. Donc, c'est pas comme si ça l'a diminué par rapport à, par exemple, mon premier. Par contre, elle avait une équipe qui aimait tellement travailler avec elle, qui donnait de son mieux, la culture d'équipe était excellente. Tout le monde contribuait avec joie, avec envie et de son meilleur. Donc, les deux atteignaient des très beaux résultats, mais avec une culture d'équipe complètement différente. Et, euh, et donc, voilà, les deux m'ont vraiment inspirée. Et un dernier exemple où j'ai été gestionnaire et où, encore une fois, la question de ta manière de gérer le temps impacte les autres, c'était un bilan de compétences et de performance que je faisais avec un de mes employés. Et en fait, il s'est rendu vulnérable, ça m'a tellement touchée. C'était un homme dans la presque cinquantaine. Et ben voilà, il était excellent dans ce qu'il faisait, mais je lui faisais remarquer qu'il n'était pas toujours très responsive, il n'était pas rapide à répondre à certaines demandes, qu'il fallait être vigilant là-dessus. Puis c'est ouvert et il m'a dit, mais très honnêtement, tu vas trop vite pour moi en fait. C'est que tu as des capacités que je n'ai pas et c'est pas un manque de volonté, c'est que j'arrive juste pas à suivre ton rythme. Et on pourrait penser que ça le diminue professionnellement, mais c'est l'inverse. J'ai eu tellement de respect pour cet homme, tellement d'estime de quelqu'un qui se sent tellement à l'aise avec qui il est, qui sait simplement dire, en fait, j'y arrive pas. Et ça a été une conversation qui m'a changé pour le reste de mes fonctions de gestionnaire, parce que j'ai réalisé, tu ne peux pas, chaque personne fonctionne différemment. Et pour certains, la rapidité, ça vient très facilement, pour d'autres, non. Donc, on ne peut pas prendre pour acquis que tout le monde va à notre rythme et on doit être vigilant à notre rythme et comment il impacte les autres. Donc, c'est quelque chose que j'aime partager aussi pour encourager à oser dire ça va trop vite. C'est pas une faiblesse de le dire. Au contraire, moi, en tant que gestionnaire, j'ai trouvé ça très courageux, très affirmé, puis très confiant
que quelqu'un ose dire, ben, en fait, ça va trop vite pour moi. J'ai trouvé ça très fort. C'est vraiment bien parce que souvent les gens, c'est ça, ils se retiennent de peur d'être jugés, alors que toi, dans ta position qui n'a pas du tout jugé, ça t'a permis de te remettre en question. Des fois, on est parti dans notre train, puis on se rend compte de rien. Exactement, exactement. Mhm. Mon autre question, c'est que dans ton livre, tu parles de l'importance de ralentir pour se connecter à quelque chose de plus grand que Mhm, nous. mhm, Pour nous, toi et moi, c'est Dieu. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer l'importance? Il y a d'autres personnes, c'est d'autres choses, mais c'est quoi l'importance pour toi de se reconnecter à quelque chose de plus grand mhm. que nous? Que non. En fait, la raison pour laquelle je fais cette connexion, c'est que tant qu'on ralentit pas, ça veut dire qu'on met pas de limites. Et donc, ne pas mettre de limites, c'est se penser tout puissant. Et en fait, se penser tout puissant, c'est extrêmement fragilisant à la longue parce que personne n'est tout puissant. Et vouloir jouer le rôle de quelqu'un de tout puissant, ben, c'est nous exposer à tellement euh, de dangers pour nous-mêmes parce que ça fonctionne tant que ça fonctionne. Arrive un licenciement, arrive une maladie, arrive un deuil, puis tu n'es plus en contrôle. En fait, l'absence de limite, ça donne une illusion de contrôle, mais le contrôle finira toujours par être exposé au fait que non, tu n'as pas le contrôle sur tout. Sauf que tu tombes de haut quand tu as vécu ta vie comme si tu avais le contrôle sur tout. Alors que si tu ralentis, donc ça veut dire si tu mets des limites, si tu reconnais que tu ne peux pas tout faire, tu ne peux pas tout voir, tu ne peux pas être tout pour tout le monde, tu ne peux pas répondre à tous les problèmes, tu ne peux pas plaire à tout le monde, tu t'imposes des limites. Mais en fait, si tu as une vie qui est déjà limitée, tu manifestes déjà le fait que tu sais que tu n'es pas tout puissant. Et donc, tu entraînes ton esprit, ton âme, qui tu es, à réaliser, j'ai pas le contrôle sur tout. Et quand ta vie fait face à des choses où tu n'as pas le contrôle, tu ne tombes pas de haut, en fait. C'est quelque chose qui est déjà inscrit dans ta réalité. Et donc, ça t'amène à accueillir les choses avec beaucoup moins d'angoisse, avec beaucoup moins d'incompréhension, mais au final, avec beaucoup plus de maîtrise, tu vois, paradoxalement. C'est quand tu as des limites dans ta vie que quand le contrôle t'échappe, ben, tu maîtrises mieux la situation dans un sens parce que t'es pas, t'es pas un petit dieu, entre guillemets, qui est tombé de son trône, tu vois. Tu sais que tu n'es pas un petit dieu, en fait. Donc, pour moi, c'est la foi et c'est Dieu, mais même pour des personnes non croyantes ou qui ont d'autres confessions, le principe clé ici, c'est de réaliser je ne suis pas tout puissant. Je ne suis pas tout, je ne suis pas omnipote, je ne peux pas tout, je ne sais pas tout, je ne peux pas aller partout. C'est Donc, tellement beau. résumer l'importance des limites. Connaître ses limites, honorer ses limites, respecter ses limites, ne pas mépriser ni les siennes ni celles des autres. La limite est bonne, elle est fondamentalement bonne, alors qu'on vit dans un monde qui veut toujours repousser toutes les limites de tout. C'est beautiful. Un autre exemple, si tu me permets rapidement, hein, parce que je Yes. suis énormément avec l'intelligence artificielle, tous les jours, comme 6 heures par jour. Excuse-moi. Et regarde la promesse de l'intelligence artificielle. Vous pourrez faire plus en moins de temps et donc libérer du temps pour vous. C'est ce qu'on nous dit. Sauf que l'humain est wired, il est comme câblé pour que dès que tu crées de l'espace, on le remplit. Donc, ce que j'ai commencé à remarquer avec l'intelligence artificielle, tu écris des prompts, tu fais faire des choses à l'intelligence artificielle, elle le fait en effet beaucoup plus vite. Mais tu penses qu'on prend le temps là pour nous? Non. On ouvre un deuxième projet, un troisième projet, un quatrième projet, et puis on commence à les faire en parallèle, et au final, on est encore plus fatigué qu'avant l'intelligence artificielle. Alors oui, on a beaucoup plus produit, mais toujours pas pour notre bien-être. Et donc, tu vois, même avec des outils nouveaux comme ça, c'est toujours se rééduquer à se dire, limite-toi. Moi, j'ai par exemple pris l'habitude, avant, donc j'ouvrais 4-5 prompts, puis je les faisais travailler en parallèle, puis je me suis dit, il n'y a aucune raison de faire ça, en fait. Comme mon prompt travaille, j'attends, je m'ennuie. Je veux remettre à l'honneur la culture de l'ennui, parce qu'on a besoin de ces temps morts dans nos quotidiens pour souffler, pour que nos neurones s'apaisent, et de ne pas être tout le temps dans le hype, quoi. Mhm. Puis, tu sais, tu parlais de ton agenda aussi. Est-ce que tu veux parler de ces moments d'ennui ou de pause que tu mets, Ouais. tu sais, pour la personne qui ne sait pas comment commencer concrètement à mettre de l'espace? Et c'est excellent ce que tu dis là parce que notre gestion du temps, il faut qu'elle soit intentionnelle. On ne se repose pas par hasard. Si tu, surtout dans des, j'imagine que les personnes qui écoutent ton podcast recherchent la performance, recherchent l'organisation, etc. Donc, c'est probablement pas des personnes qui, de manière naturelle, vont aller se reposer. Donc, le repos doesn't happen, on dit en anglais, ça n'arrive pas par hasard, ça se planifie. Le rythme, ça se planifie.
Et donc, dans un contexte de travail, il y a deux choses que j'aime faire. J'aime créer des espaces, c'est relativement connu ça, hein, de deep work, de travail intense, focus. Donc, selon les jobs, ça ne se ressemble pas, mais moi, par exemple, c'est chaque après-midi un bloc de temps de concentration où je ne prends pas de réunion, où c'est vraiment dédié à de la production de contenu, à de la concentration. Et ça, c'est assez répandu, mais c'est quand même bon à savoir et à pratiquer dans son agenda, planifier des temps de concentration. Puis aussi, ce qui est recommandé, ce qui est bon, c'est des temps de communication, réponse aux emails, plutôt que de l'accumuler dans la journée, faire des temps dédiés à ça. Encore une fois, tous les métiers s'y prêtent pas, mais quand c'est possible, c'est bon parce que ça permet de fragmenter et de concentrer notre attention. Mais une deuxième chose que j'ai découverte au fur de mes lectures quand j'écrivais mon livre, c'est un concept que je n'avais pas entendu jusqu'à date, et c'est celui de la marge. Et la marge, comment elle est définie? C'est que c'est le fossé entre ce que tu peux encore porter, donc ce que ta capacité mentale, de temps, de compétences peut faire, et ce à quoi tu t'es déjà engagé. Donc en gros, combien tu as encore de temps libre. Et la réalité, c'est que on organise nos journées, y compris celles du travail, sans marge. C'est-à-dire que même si on met par exemple, OK, j'ai une plage de 2 heures pour deep work and focus, ben si c'est de 2 à 4, 4 à 5, il y a quelque chose, entre midi, il y a quelque chose, le matin, il y a quelque chose. Donc en fait, on est à 100% de notre capacité parce qu'on a calculé que ben, on a besoin de 2 heures de concentration par jour. On les a mis dans l'agenda, tout le reste est rempli. Ce que ça veut dire, c'est visuellement, il faut se dire, il y a pas d'espace pour l'interruption. Il n'y a pas d'espace pour l'inattendu. Mais par essence, la vie est pleine d'interruptions, plein d'inattendus. Donc, si quelqu'un rentre dans ton bureau, ou là je prends ma configuration, si quelqu'un rentre dans mon bureau, veut avoir une conversation, ben, tout à coup, je ne m'y attendais pas. J'étais à 100% de ma planification. Ah ben là, il va falloir que j'aille taper dans un de mes 2 heures de concentration, ou il va falloir que j'aille annuler une réunion. Donc, pardon, je n'ai pas fait de place pour l'inattendu. Le concept de la marge, c'est dire ne remplis pas tout. Dans ton agenda, fais en sorte qu'il y ait breathing room, des marges de respiration pour donner de la place à l'inattendu.